J'ai suivi ma femme avec l'intention de la surprendre en flagrant délit d'infidélité. Mais ce que j'ai découvert en me faufilant à l'intérieur était au-delà du choquant. Je m'appelle Jonathan et la colère que je ressens en ce moment est différente de tout ce que j'ai jamais éprouvé. C'est une sorte de fureur que personne ne devrait avoir à endurer, et je me suis surpris à vouloir confronter les deux individus impliqués. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette colère intense? Laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé il y a environ 5 semaines, lorsque j'ai remarqué un changement significatif dans le comportement de ma femme. C'était comme si elle se métamorphosait sous mes yeux. Elle a commencé à rejeter l'intimité, y compris la proximité physique. Cela a immédiatement éveillé mes soupçons, d'autant plus que j'avais déjà eu une expérience d'infidélité par le passé. Bien que je n'ai jamais partagé ce passé avec ma femme actuelle, je doute que cela aurait fait une différence. Dès la 2e semaine de son changement de comportement, j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur. Je ne suis pas du genre à engager un détective privé. Je préfère gérer les choses moi-même. Alors, je l'ai suivie pendant sa pause déjeuner. Quand elle s'est garée devant un motel et s'est dirigée directement vers la chambre 104, j'ai su qu'elle me trompait. Son travail n'impliquait aucune interaction avec des clients externes, donc c'était complètement inattendu. Découvrir sa liaison a été douloureux, mais les insultes et le mépris que j'avais déjà subis de sa part étaient encore pires. L'homme qu'elle voyait était un collègue d'un autre département qui progressait rapidement dans sa carrière. Après avoir observé leur rencontre au cours des 2 dernières semaines, j'ai décidé de les confronter directement. Je suis trop pragmatique pour dépenser de l'argent supplémentaire pour une confirmation, alors j'ai attendu, sachant que ma femme était juste derrière cette porte avec un autre homme. Ce serait un moment critique. Je devais les confronter, rassembler des preuves, et avec mon état émotionnel actuel, je pouvais encore envisager une action en justice pour détournement d'affection. Son employeur aurait des conséquences pour avoir permis cela, et l'ambitieux collègue pourrait bientôt se retrouver sur le carreau. J'avais besoin de preuves photographiques, puis de lui signifier les papiers du divorce, à ma future ex-femme. J'avais déjà pris des mesures telles que changer les serrures de notre maison, séparer nos finances et annuler nos cartes de crédit. Toutes ces préparations étant faites, la confrontation finale approchait. Je ne sais pas comment Simone réagira. Elle pourrait ressentir du soulagement plutôt que de la colère, bien qu'une certaine culpabilité puisse subsister. Mon avocat, expérimenté en matière de divorce, pense que toute culpabilité qu'elle ressentira diminuera une fois qu'elle aura engagé son propre avocat. Est-ce que je l'aime encore? En ce moment, je la méprise profondément, bien que je lutte aussi avec l'idée qu'elle puisse encore m'aimer. C'est peut-être une grave erreur de sa part qui pourrait être réparée, mais logiquement, je sais que c'est peu probable. Je ne peux pas accepter une trahison de la confiance. L'amour que j'ai pour elle est la partie qui se débat encore avec le choc de ce changement soudain et complet. Mise à jour, le gérant du motel m'a donné la clé de la chambre. Un billet de $100 et la promesse de ne pas endommager les lieux ont servi de prix pour obtenir la clé. C'est un type bien et je suis sûr que ce n'est pas sa faute si ma femme et son amant ont choisi cet endroit pour leur rendez-vous secret. Il a aussi mentionné quelque chose à propos de son ex-femme et des similitudes entre nous. En insérant la clé, j'ai doucement ouvert la porte et suis entré dans la pièce, la laissant légèrement entr'ouverte. J'ai pointé l'appareil photo et suis entré complètement dans la chambre. J'adore cet appareil photo numérique, me suis-je dit. Je suis tellement reconnaissant qu'elle me l'ait offert pour mon anniversaire il y a 3 mois. Elle criait à l'homme de la lâcher et il était furieux, essayant de se relever. J'ai pris plusieurs autres photos, la capturant dans une position compromettante. Simone pleurait, essayant de se couvrir pendant qu'il persistait dans ses actions insensées. J'espérais secrètement qu'il ferait ce choix, ce qui a rendu mon prochain geste tout à fait naturel. « Qui es-tu ? Fous le camp d'ici avant que je te botte le cul », ai-je déclaré. Je suis son futur ex-mari. La question de savoir qui va se faire botter le cul reste ouverte. Je ne pense pas que tu vas botter le mien. Je me suis décalé sur le côté alors qu'il s'approchait, posant l'appareil photo et me tournant légèrement vers la droite. Je l'ai laissé arriver sur ma gauche. Lâchant l'appareil, j'ai commencé à pivoter rapidement et, ce faisant, j'ai balancé mon bras avec force. Mon poing a percuté son visage. Ses pieds ont décollé du sol sous la force de ma colère, de ma douleur et d'une pointe de peur. J'avais peur de perdre le contrôle et de le blesser, et il n'en valait tout simplement pas la peine. Je devais être plus en colère que je ne le pensais. Je me suis penché et j'ai vérifié son pouls. Il y avait un pouls,
Alors je me suis calmé. J'ai entendu Simone divaguer sur quelque chose, puis je me suis tourné vers elle. Elle s'est soudainement tue, la peur étranglant sa voix. Je pouvais dire qu'elle ne m'avait jamais vu comme ça. Et je devais paraître très différent de l'homme avec qui elle avait pris son petit déjeuner ce matin. Eh bien, profite de la situation. Il est tout à toi maintenant. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tes infidélités. Elle est restée assise là, les larmes coulant sur son visage, tremblante et se serrant dans ses bras. Elle ne pouvait pas soutenir mon regard. J'avais remarqué que cela arrivait plus fréquemment ces derniers temps, mais maintenant elle savait que je savais que le jeu était terminé. Elle m'a jeté un regard, alors que je me tenais au-dessus de son amant, et je l'ai vu frissonner. Cependant, ses yeux ne se sont pas attardés sur moi. Voici les papiers du divorce. Je demande le divorce. Les serrures de la maison ont été changées. J'ai ouvert un compte en banque avec ta part de tout. Tu as été officiellement prévenu, et c'est fini entre nous. Merci. Je me suis retourné et je suis parti, l'entendant me supplier alors que je franchissais la porte. Attends, laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, Jonathan, s'il te plaît. J'ai continué à marcher. Je ne pouvais pas la laisser voir mes yeux à ce moment-là. Ils étaient remplis de larmes, et je savais que si je me retournais, je pourrais faiblir et dévier de mon plan. Trop de choses s'étaient passées, et j'avais trop de problèmes pour reconsidérer ma décision. Ce qui était n'est plus. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé le serrurier qui attendait patiemment. Il avait changé les 3 serrures d'entrée, et l'ouvre-porte de garage avait été reprogrammé. Je l'ai remercié pour le travail rapide et lui ai donné un pourboire de $20. Assis dans la maison qui était autrefois notre foyer, je me suis assis à la table de la cuisine, réfléchissant aux années que nous avions passées ensemble. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Simone avait changé, ni pourquoi elle me voyait soudainement comme moins que ce que j'étais autrefois. Je ne trouvais aucune raison à ses actions. Ce que je savais, c'est que notre relation avait pris fin en l'espace de 5 semaines. La douleur et les mots m'avaient transformé en une personne différente. Malheureusement, Simone semblait avoir manqué ce changement, tout comme j'avais négligé les changements en elle. Le téléphone a sonné et j'ai vérifié l'identité de l'appelant pour voir que c'était la mère de Simone. J'ai répondu et elle a demandé, « John, que se passe-t-il » Simone est venue ici en larmes, disant qu'elle a ruiné votre mariage. Qu'est-il arrivé? J'ai répondu, « Eh bien, Doris, c'est comme ça. Simone devra te raconter les détails, mais en résumé, je l'ai trouvée dans un motel aujourd'hui et je lui ai remis les papiers du divorce. » Doris semblait perplexe. « Pourquoi, John? Je ne comprends pas du tout. » J'ai expliqué, « Écoute, je suis vraiment désolé, Doris. Tu sais à quel point je vous aime, toi et Sam, et toute cette situation est difficile pour nous tous, mais il doit en être ainsi. » Les larmes coulaient sur mes joues maintenant. Je tenais sincèrement aux parents de Simone. Ils avaient été incroyablement gentils avec moi pendant toutes les années où nous étions ensemble. Entendre la douleur et la confusion dans la voix de Doris m'a profondément affecté, et j'étais reconnaissant que cette conversation se déroule par téléphone. Je ne voulais pas qu'il soit témoin de mon état émotionnel. Doris a insisté. « John, ne pouvez-vous pas arranger les choses d'une manière ou d'une autre ?» J'ai répondu sombrement. « Je ne pense pas, Doris. C'est un problème majeur, un de ces événements qui changent une vie et qui font tout voler en éclats. » Un silence solennel a suivi à l'autre bout du fil alors que Doris essayait de se faire à la nouvelle, soudaine et pénible. Je compatissais avec elle, d'autant plus que nous venions de dîner avec Doris et Sam la veille au soir, et Simone s'était montrée affectueuse devant ses parents. Cela m'avait surpris. Nous nous étions disputés en allant chez eux, et naturellement, j'ai eu droit à un silence glacial sur le chemin du retour. Cependant, chez Doris et Sam, nous avions joué le couple parfait. Je ne voulais pas que notre dispute soit visible, car je voulais protéger Sam de la peine causée par les actions de sa fille. Maintenant, il semblait que j'aurais dû les prévenir d'une manière ou d'une autre avant de prendre les mesures que je venais de prendre. La santé de Sam n'était pas au mieux, compte tenu des années de travail exigeant et de son passé de fumeur qui avait laissé des séquelles. Bien que Doris soit en bonne santé, elle s'inquiétait toujours pour Sam. Je regrettais de ne pas leur avoir donné une sorte d'avertissement concernant cette situation chaotique. Quelques jours plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. En regardant l'afficheur, j'ai vu que c'était le père de Simone. J'ai répondu à l'appel et il a commencé. « John,
j'ai besoin de discuter de quelque chose concernant la malheureuse relation de ma fille. Simone a tout révélé à sa mère hier soir et j'étais présent aussi. Pouvons-nous nous rencontrer? Je veux te donner les détails exacts de ce qui lui est arrivé. J'avais une affection sincère pour les parents de Simone, alors j'ai accepté de le rencontrer. Le père de Simone m'a alors raconté la conversation de Simone avec sa mère lorsqu'elles ont parlé de moi et de ma décision de lui signifier le divorce. La mère de Simone avait demandé, « Eh bien, Simone, je suis ta mère et John est comme un fils pour moi. Je suis désolé d'apprendre que John t'a remis les papiers du divorce. Cependant, tu dois me dire ce qui s'est passé. Il ne suffit pas de mentionner que John t'a trouvé dans une chambre de motel. Je veux connaître tous les détails. Pourquoi étais-tu au motel et avec qui? » Simone a expliqué, « Maman, Jonathan et moi ne nous entendions plus aussi bien qu'au début de notre mariage. Il était surchargé de travail, jonglant avec plusieurs projets. Et cela pesait sur notre vie personnelle. Nous en avions discuté car cela affectait considérablement notre relation. Je savais que dans quelques mois, tout son travail acharné aboutirait probablement à une promotion prometteuse. Pendant ce temps, à mon travail, Greg a découvert une erreur que j'avais faite dans certains dossiers d'employés. Ce n'était pas une erreur majeure, mais c'était un oubli grave de ma part qui aurait pu compromettre ma promotion à venir, mon augmentation et ma progression de carrière. Greg, étant le genre d'homme qu'il est, a utilisé cette information et m'a essentiellement fait chanter pour que je le rencontre pour déjeuner un jour. Cela a finalement conduit à une proximité dans le cadre d'un arrangement unique pour éviter les conséquences de mon erreur. Je n'étais pas ravi de la situation. Une chose qui m'a fait accepter, c'est le fait que Jonathan et moi ne nous entendions pas bien. Et notre intimité avait diminué au cours des 6 derniers mois. Ce n'est que lors de cette première rencontre avec Greg que j'ai réalisé que j'avais aussi l'impression de passer à côté de certaines expériences de vie que d'autres avaient eues. Jonathan avait été mon seul partenaire. Et je n'avais jamais été avec un autre homme. Notre première rencontre avec Greg a eu lieu dans son bureau pendant le déjeuner. Tout le monde était parti comme d'habitude. Et je suis resté. Greg m'attendait et avait même apporté une petite bouteille de mon vin préféré avec du fromage et des crackers. Normalement, nos pauses déjeuner duraient 1 heure et les collègues allaient dans les restaurants locaux ou chez les vendeurs de rue pour manger. Je prenais généralement quelque chose de rapide chez un vendeur de rue, puis je trouvais la solitude au parc. Ce premier jour, personne n'a semblé remarquer notre absence. Greg s'est avéré beaucoup plus gentil que l'impression initiale que j'avais de lui en tant que méchant maître chanteur. Cette première rencontre a été une sorte de libération pour moi. Après ce jour, je me suis surprise à en vouloir plus. Tout en sachant que c'était mal. Même si j'aimais toujours mon mari, Jonathan, Greg me traitait différemment, comme sa chose, sa possession. Avec lui, je pouvais me laisser aller et être une personne complètement différente. À la fin de ce déjeuner, j'avais fait des choses avec Greg que je n'avais jamais faites avec mon mari. Nous venions juste de remettre les choses en ordre avant le retour de nos collègues et j'ai quitté son bureau en me sentant moins en colère contre lui qu'au début. Plus tard dans la journée, en sentant encore son goût sur mes lèvres, je n'ai pu m'empêcher de penser à la prochaine fois. C'était une pensée inattendue qui révélait mon désir pour Greg une fois de plus. Greg voulait aussi plus qu'une seule rencontre. Le lendemain, il m'en a parlé. Et nous nous sommes à nouveau engagés dans une liaison au bureau. Pendant ces rencontres, il a commencé à faire des commentaires négatifs sur Jonathan. Au cours des 2 semaines suivantes, un schéma s'est dessiné. Pendant que nous étions intimes, Greg disait des choses blessantes sur Jonathan. Il a même suggéré que Jonathan pourrait me tromper. Étant donné l'état de notre relation à la maison, j'ai progressivement adopté le point de vue de Greg. Avec le temps, j'ai commencé à rabaisser et à critiquer Jonathan devant tout le monde. Sauf toi et papa. J'avais peur que vous voyiez clair en moi. Alors, je prétendais être une épouse aimante quand vous étiez là. Juste avant le rendez-vous au motel, Jonathan et moi étions distants. Et Greg et moi étions passés d'une liaison à une relation à part entière. Greg a suggéré que l'utilisation d'un motel serait un moyen plus sûr pour nous de nous rencontrer jusqu'à ce que nous puissions trouver un meilleur plan. Sa femme devenait méfiante et il croyait que quelqu'un au travail avait peut-être remarqué à quel point nous étions souvent ensemble. Étant donné que nous travaillions dans des départements différents, nous n'avons jamais discuté de quitter nos conjoints. Cela ne nous a jamais traversé l'esprit.
Nous nous rencontrions simplement pour une satisfaction physique. Je n'ai pas réussi à reconnaître qu'avec Jonathan, il y avait de l'amour, du respect et de la compréhension. J'ai abandonné ces qualités pour la gratification physique, la luxure et la façon dont Greg me dominait. Jonathan me respectait et ne prendrait jamais rien sans mon plein consentement. Greg, d'un autre côté, prenait ce qu'il voulait et me donnait des ordres, dépourvu de tout amour véritable. Sa femme lui apportait le soutien émotionnel dont il avait besoin tandis que je laissais ma connexion émotionnelle avec Jonathan dépérir au profit de l'excitation que je ressentais avec Greg. Avec le recul, je réalise maintenant que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie il y a 10 semaines, et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière pour réparer ça. Quand Jonathan est entré dans la chambre ce jour-là, ça m'a prise par surprise. J'ai paniqué, essayant de me cacher et de repousser Greg. Au moment où Greg s'est levé, j'ai regardé le visage de John et j'ai vu un parfait inconnu. Il y avait un regard dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Jonathan a commencé à prendre des photos de nous pendant que Greg descendait du lit, marmonnant quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Jonathan a calmement posé l'appareil photo numérique sur la table voisine où il se tenait. Ce qui s'est passé ensuite m'a laissé abasourdi. Greg a commencé à s'avancer vers Jonathan en le menaçant. La chose suivante que j'ai vue, c'est Greg s'envoler d'environ 60 cm dans les airs avant d'atterrir sur le dos. Le regard de Jonathan a croisé le mien, et je n'ai plus pu supporter de le regarder. J'ai essayé de me couvrir avec le drap, me sentant effrayée, embarrassée et, surtout, profondément honteuse. Jonathan m'a traité d'un terme désobligeant et a jeté des papiers pliés sur le lit. J'ai entendu quelque chose à propos de papiers de divorce qui m'était signifié. Je fixais les draps, ne sachant pas si mon mari allait me faire du mal aussi. J'avais peur. J'étais embarrassée et submergée par la honte. Soudain, Jonathan s'est retourné et a commencé à sortir, reprenant l'appareil photo sur la table. Je l'ai appelé. Bien que je ne me souvienne pas de ce que j'ai dit. Je me souviens juste avoir senti que tout ce que je prononçais devait sonner creux. Plus tard, j'ai pris une longue douche sans vérifier l'état de Greg. Je ne me souciais plus de savoir s'il était vivant ou non. Le gérant du motel est venu vérifier la chambre. C'est là que j'ai appris que Jonathan lui avait acheté une clé. Le gérant m'a regardé avec dédain. Il m'a raconté qu'il avait surpris sa femme avec un autre homme dans une chambre similaire à celle que Jonathan avait louée. Ce qui était la vraie raison pour laquelle il avait donné la clé à Jonathan. Il m'a dit que j'avais vraiment tout gâché. Il n'avait pas besoin de me le dire. Je savais déjà que je venais de jeter la meilleure chose que j'ai jamais eue dans ma vie. Tout ça parce que je me suis empêtré dans ma liaison et que j'ai bêtement cru que j'avais quelque chose de spécial. Le lendemain, je suis arrivé au travail et 3 hommes attendaient dans mon bureau. Le président de l'entreprise, le directeur des ressources humaines et un homme que j'ai supposé être l'avocat de l'entreprise. Ils m'ont demandé comment Greg et moi en étions arrivés là, et j'ai tout expliqué. Sans rien cacher. Je pouvais voir les expressions sur les visages de mes collègues qui passaient devant le bureau. Les mêmes regards que j'avais vus en arrivant ce matin-là, et je savais que je serais licencié avant la fin de la journée. Cependant, je me trompais. D'abord, le représentant des RH s'est assuré que la première rencontre avec Greg avait été une forme de chantage. Ensuite, ils m'ont fait signer des documents à propos de Greg et moi. J'étais sorti du bureau et à la rue avant le déjeuner. L'entreprise ne pouvait pas me garder. Mais en raison du chantage initial de Greg, ils ont dû me verser une indemnité de licenciement. À part ça, j'ai été renvoyé. Greg a été escorté hors du bâtiment par la sécurité et remis à la police. Il s'est avéré qu'il était impliqué dans d'autres activités illégales qui ont émergé lors de l'interrogatoire. Greg avait de sérieux ennuis judiciaires. Plus tard, j'ai découvert que Greg avait détourné de l'argent de l'entreprise de diverses petites manières, comme en manipulant les reçus de voyage d'affaires. Au total, cela s'élevait à une somme suffisante pour l'inculper de vol qualifié. La femme de Greg l'a quitté, emmenant leurs 3 enfants et retournant chez ses parents dans l'Est. Greg était en prison en attente de son procès. Au début, on m'a demandé de témoigner, mais lorsque j'ai parlé avec la procureure, elle a réalisé que mon témoignage ferait probablement plus de mal que de bien. Par conséquent, ils ont décidé de ne pas m'utiliser comme témoin. L'avocat de Greg m'a demandé une fois si je témoignerais pour la défense de Greg.
J'ai expliqué que je témoignerais sur la façon dont Greg m'avait initialement contrainte à une relation et avait ensuite semé la discorde entre mon mari et moi. Même s'il a conclu que je ne serais pas un témoin de valeur. Maman, honnêtement, je ne sais pas comment j'ai réussi à prendre de si terribles décisions, ai-je admis. Sa mère a répondu, Simone, tu as commis l'une des plus graves erreurs possibles. Tu as non seulement déçu tes parents et toi-même, mais tu as aussi trahi ton mari. Toi, jeune femme. Tu as complètement ruiné 2 mariages et brisé l'amour de ton mari. Tes actions sont tombées au plus bas. Je t'aime toujours parce que tu es ma fille, j'ai perdu tout respect pour toi. Sam m'a informé que Doris et lui avaient permis à Simone d'emménager avec eux. Il semblait bouleversé, ce qui a également fait couler mes larmes. C'étaient des gens bien, et j'étais désolé qu'ils aient été entraînés dans ce pétrin. Mise à jour, j'ai compris que si j'avais prévenu ses parents, Simone aurait peut-être été avertie, et je n'aurais pas obtenu les photos nécessaires. Bon, je n'en avais pas vraiment besoin pour le tribunal, à moins que son avocat ne devienne agressif. En cas de confrontation, les photos seraient présentées avec les témoignages sous serment de 6 personnes différentes concernant leur implication. J'hésitais à appeler ça une liaison. Je ne suis pas certain que Simone était vraiment amoureuse de cet homme ou si elle a participé volontairement au début. La déclaration de son père suggérait que Greg aurait pu avoir une certaine emprise sur Simone au début. Mon avocat tirait le meilleur parti de l'affaire contre l'employeur de Simone, qui avait déjà été déposé pendant que je me préparais à visiter la chambre de motel. Il a déposé l'affaire au tribunal, puis, en 20 minutes, était au téléphone avec les avocats de l'entreprise, qui étaient assez agités. Naturellement, ils étaient aussi dans le déni. Mais mon avocat a mentionné les déclarations sous serment et soudain, l'entreprise a adopté une autre attitude. D'après ce que mon avocat m'a dit, je savais que Simone, son amant, et peut-être d'autres personnes impliquées seraient probablement licenciées le lendemain, à moins qu'ils ne puissent fournir une excuse raisonnable pour leur comportement. Quant à moi, je savais que le dossier pour détournement d'affection contre Greg était solide, étant donné les actions de son employeur. Nous avions des déclarations sous serment de 3 de ses collègues et d'une des siennes sur leurs activités clandestines au travail. Certains superviseurs de l'entreprise avaient également émis des hypothèses à leur sujet, mais personne ne les avait confrontés ni ne m'en avait informé. Nous avions aussi des affidavits du propriétaire du motel et d'une femme de ménage, ce qui faisait un total de 6 témoins en quelque sorte, en plus de mes photos comme preuve concrète de la liaison se déroulant pendant les heures de travail. Leur utilisation du motel avait été une tentative d'éviter les regards indiscrets des collègues, car Greg avait réalisé qu'il devenait trop visible. Il était également au courant des politiques de l'entreprise concernant les relations au travail et l'éthique, et mon avocat avait rassemblé de nombreuses informations à ce sujet. J'ai appris que Simone et l'autre homme étaient ensemble depuis un peu plus de 5 semaines au moment où j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Simone était donc impliquée dans cette liaison depuis un peu plus de 10 semaines au total lorsque je les ai confrontés au motel. Le moment où je l'ai découvert, 5 semaines plus tôt, a été l'un des plus difficiles de ma vie. J'avais vécu 3 de ces moments jusqu'à présent, et à ce stade, j'espérais ne plus jamais avoir à en vivre un autre de toute ma vie. Quitter la chambre de motel ce jour-là m'a laissé plus engourdi que jamais. Simone était toujours sur le lit en train de pleurer, et Greg était toujours inconscient. Le gérant du motel m'a rejoint dans le couloir, et je lui ai rendu la clé. Il a eu quelques mots de réconfort, posant sa main sur mon épaule. C'est dur en ce moment, mais ça ira mieux. Passe à autre chose, retrouve-toi, puis trouve quelqu'un d'autre. Tu t'en sortiras, a-t-il dit. Je savais que ce serait douloureux pendant un certain temps, en fonction de l'amour et de l'attention que je lui avais porté. Merci. J'avais déjà compris ça. Mise à jour, Simone n'a opposé aucune résistance pendant la procédure de divorce. Tout s'est déroulé de manière incroyablement fluide. Mon avocat et le sien, je crois, ont été surpris. Elle semblait complètement résignée. Et bien que je puisse voir qu'elle souffrait, au moins elle n'a pas tenté de justifier ses actions. Une fois le divorce finalisé, l'affaire contre son ancien employeur a également été conclue. Il voulait juste que je disparaisse et était prêt à couvrir mes frais d'avocat, les frais de justice et à offrir une somme substantielle pour s'en assurer. Depuis lors, Simone rencontre des difficultés. Elle est seule, sans emploi et vit chez ses parents qui ont été profondément affectés par ses actions. Ajoutant à son stress, le stigmate d'être une imposture plane sur elle, et il faudra beaucoup de temps pour s'en défaire. Néanmoins, elle a la chance de prendre un nouveau départ. J'espère qu'elle pourra éventuellement aller de l'avant et ne pas porter cette douleur avec elle à chaque heure.
Peut-être a-t-elle appris une leçon douloureuse, et seul le temps le dira. Greg a fini en prison, et j'ai savouré ce moment. Maintenant, il allait connaître un autre type d'intimité, espérons-le du côté récepteur cette fois. Je n'ai aucune sympathie pour lui. Pour moi, ce n'est pas un homme. Il n'est rien. Il avait une femme et 3 enfants. Je l'ai rencontré une fois pendant le chaos du divorce. Et c'était une femme séduisante. Quelle décision stupide Greg a prise. Il avait tout et a tout jeté à la poursuite d'un frisson qu'il devait croire ne pas pouvoir obtenir d'elle. J'ai démissionné de mon travail, ce qui a laissé mes employeurs sous le choc. Ils ont tout fait pour me convaincre de rester, mais mes problèmes personnels étaient trop écrasants pour continuer à travailler efficacement. Après avoir fait ce qu'ils pouvaient, ils m'ont offert une lettre de recommandation bien rédigée, que j'ai acceptée. J'ai depuis trouvé un nouvel emploi sur la côte ouest, et j'ai déménagé il y a environ 1 an. J'ai rencontré une merveilleuse jeune femme qui est une perle rare. J'ai encore des problèmes de confiance, mais elle a un ex-mari qui l'a trompée, donc nous partageons une compréhension commune. Deuxième histoire moi, une femme de 33 ans, j'ai rencontré mon mari, un homme de 36 ans, sur un site de rencontre, sans trop d'attente en raison de mes expériences précédentes sur la plateforme, qui avaient toutes été décevantes. La plupart de mes rencontres sur le site avaient mené à des relations occasionnelles purement basées sur l'attirance physique. Cependant, quand j'ai rencontré mon mari, les choses étaient différentes car il avait des projets et des objectifs à long terme. En parlant davantage, j'ai découvert que nous avions des objectifs communs, comme le fait de venir de petites familles, lui ayant un frère et moi étant fille unique. Cette similitude nous a donné envie d'avoir une grande famille pour offrir de multiples sources de soutien à nos enfants. Nous avons eu de nombreux rendez-vous et nos conversations étaient constantes. Je me sentais écoutée, en sécurité et vraiment heureuse quand j'étais avec lui. À ce stade, j'avais déjà arrêté d'utiliser le site de rencontre et coupé les ponts avec les personnes avec qui je parlais. J'étais comblé et je me sentais une meilleure version de moi-même quand j'étais avec lui. Il m'encourageait toujours à m'améliorer. J'ai été ravi quand il m'a demandé en mariage, mais à l'approche du jour J, j'ai commencé à me sentir de plus en plus nerveuse et j'ai eu des doutes sur le fait que le mariage soit la bonne décision. Même des amis proches m'ont dit que j'étais trop jeune pour me marier et que je pourrais gâcher ma jeunesse avec une seule personne. D'un autre côté, ma mère m'a assuré que se sentir nerveuse était normal et que mon mari était une bonne personne qui prendrait soin de moi dans tous les aspects de la vie. Cette confusion et cette pression m'ont amené à reprendre contact avec une personne du site de rencontre avec qui j'avais déjà eu une relation occasionnelle. Nous nous sommes vus et une chose en a entraîné une autre, ravivant notre connexion passionnée. Je n'ai jamais parlé de mon trac du mariage à mon mari. Au lieu de cela, j'ai continué ma relation secrète avec le gars du site de rencontre, même le jour de notre mariage. Quelques mois après notre lune de miel, j'ai découvert que j'étais enceinte de notre premier enfant, qui a maintenant 10 ans, et nous étions ravis. Mon mari était constamment impliqué dans chaque aspect de la vie de notre fils, au point que je me sentais parfois exclu. J'ai supposé que c'était peut-être des symptômes postpartum, mais au lieu de chercher de l'aide professionnelle ou d'en discuter avec mon mari, je me suis tourné vers la personne du site de rencontre pour trouver du réconfort, et notre liaison a repris. Au cours des années suivantes, nous avons accueilli 2 autres fils, actuellement âgés de 6 et 3 ans. Notre famille était une source de grand bonheur, et nous étions en bonne voie pour réaliser notre rêve d'avoir une grande famille. La seule chose qui manquait était une petite fille. Il n'y avait pas de fille dans la famille de mon mari et je n'avais pas de sœur, donc avoir une fille ou 2 serait comme la dernière pièce du puzzle. Mon mari était particulièrement impatient d'avoir une fille, mais je ne tombais pas enceinte. Avec le temps, les choses sont devenues frustrantes et l'intimité a commencé à ressembler à une obligation plutôt qu'à quelque chose d'agréable. C'est devenu stressant et je n'avais personne à qui me confier après que mon amant a dû déménager dans un autre état pour une promotion. Après avoir essayé de concevoir pendant près d'1 an sans succès, nous avons décidé de consulter un spécialiste. Après une série de tests, les médecins ont confirmé que j'étais en bonne santé et fertile, mais ils ont suggéré de tester mon mari. À notre grande surprise, il s'est avéré que mon mari était stérile, incapable d'avoir des enfants. Cette révélation a soulevé une préoccupation que je n'avais jamais envisagée auparavant, la possibilité que nos enfants ne soient pas biologiquement les siens. Mon mari est resté silencieux pendant un moment, traitant clairement les implications de ce que je venais de mentionner. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison s'est fait en silence, et j'étais trop inquiète pour parler. Quand nous sommes arrivés à la maison, il n'avait toujours pas abordé le problème avec moi. Au lieu de cela,
il a appelé ma mère et lui a demandé de venir chercher les enfants. Une fois qu'ils sont partis, il m'a confronté sur l'identité de leur père biologique. J'ai tenté de le rassurer en lui disant qu'ils étaient ses enfants puisqu'il les avait élevés et que je ne savais pas qu'ils n'étaient pas biologiquement les siens. J'ai clairement dit que je ne le forcerais jamais à élever des enfants qui n'étaient pas les siens, car c'était aussi une nouvelle pour moi. Cependant, il a explosé de colère et nous avons commencé à nous disputer. Il m'a accusé d'avoir trahi sa confiance et de mettre sa santé en danger, insinuant que j'avais été infidèle. Dans ma colère, j'ai avoué la liaison, expliquant que c'était une façon pour moi de gérer le sentiment d'être piégé et étouffé dans notre relation, me procurant un sentiment de vitalité et de contrôle. Je sais que je ne suis pas la seule femme à avoir ressenti ces émotions. Il est clair que mon mari veut le divorce et prévoit de faire des tests de paternité. Cependant, je ne veux pas briser notre famille. Si j'avais su que mon mari était stérile et que nos enfants ne pouvaient pas être les siens, je n'aurais jamais continué la liaison. J'ai l'impression d'avoir complètement gâché ma vie et celle de mes enfants en essayant d'avoir un autre enfant. Je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais mes enfants sont innocents et méritent une famille stable. Ils méritent un père. J'ai épousé mon mari parce que je l'aimais vraiment, pas seulement pour la sécurité qu'il offrait. L'autre homme était la seule autre personne avec qui j'étais impliqué. Je croyais qu'avoir plusieurs partenaires compliquerait les choses. Je ne l'aimais pas comme j'aimais mon mari. Ma relation avec lui était purement physique. Il savait que j'étais marié et nous avions des limites claires. Nous ne voulions rien de plus l'un de l'autre. Je n'ai jamais imaginé que mes enfants pourraient appartenir à quelqu'un d'autre que mon mari, car nous utilisions une protection la plupart du temps et je ne pouvais imaginer personne d'autre comme leur père. Mon mari va de l'avant avec le divorce et nous sommes en plein dedans. Il refuse d'écouter mes supplications. Quand j'ai essayé de parler de l'impact sur les enfants, il a insisté pour obtenir la garde. Il a soutenu que puisqu'il a subvenu financièrement aux besoins d'enfants qui ne sont pas les siens, il devait s'assurer d'en avoir pour son argent et qu'il les considérait comme son plan de retraite. Cela m'a profondément bouleversé et j'ai pleuré, mais il n'a montré aucune sympathie. Mes amis disent que ce sont les conséquences de ne pas avoir écouté leurs conseils et d'avoir gâché ma jeunesse avec un seul homme. J'admets ma trahison, mais son désir de m'enlever les enfants, c'est là que je ne suis plus d'accord. Je l'aime toujours, mais ses actions sont bien pires que mes erreurs. Les choses se sont rapidement détériorées, et il semble que nous ayons atteint un point de non-retour. Nous avions initialement prévu de régler le divorce à l'amiable, mais il refuse de me verser une pension alimentaire et me rabaisse chaque fois que nous nous rencontrons. Il insiste sur le fait qu'il ne paiera pas de pension alimentaire parce qu'il me reproche d'avoir trahi notre mariage. Et il pense que nos fils ne devraient pas être élevés par quelqu'un qu'il considère comme une femme de mœurs légères. Ses fils. Non, ce sont mes fils. Il veut me les enlever. Et il a même monté notre fils aîné contre moi. Mon aîné me traite maintenant avec une attitude que je n'ai jamais vue auparavant. Bien que nous n'ayons jamais été particulièrement proches, il m'a toujours vu comme sa mère. Il a insisté pour vivre avec son père. Et quand le juge m'a accordé la garde exclusive, étant donné que je suis leur mère biologique et qu'ils n'ont aucun lien biologique avec leur père, il a commencé à faire des crises de colère. Je soupçonne mon ex-mari de l'avoir influencé contre moi. Ma vie part en vrille et je suis constamment stressé et frustré. Ce subreddit est le seul endroit où je me sens comprise. Je n'ai encore reçu aucune pension alimentaire et mon fils continue de mal se comporter, voulant être avec son père. Je suis à bout. J'ai réussi à garder la maison pour le bien des enfants, mais il devient de plus en plus difficile de gérer les dépenses avec un seul revenu. J'ai demandé une pension alimentaire pour les enfants, puisqu'il est le seul père qu'ils aient connu. Au début, il a accepté, mais maintenant il conteste cela devant le tribunal. J'ai insisté sur le fait que je ne pouvais pas me permettre une autre bataille juridique, et je me sens comme une ratée de devoir à nouveau compter sur lui. En même temps, ce que nous avions autrefois me manque.